menu de l'actualité de ce jour, le veto des États-Unis suite à une résolution de l'ONU visant à protéger les Palestiniens. En Espagne, le nouvel homme fort Pedro Sánchez a prêté serment samedi après son élection. Le portrait est dans ce journal. La page économie nous conduira en République démocratique du Congo où le G7 minier n'entend pas rester les bras croisés suite aux nouvelles dispositions du code minier. Et enfin, le royaume d'Eswatini décide de maintenir ses relations diplomatiques avec Taïwan. Bonsoir et bienvenue. Le chapitre politique de ce journal nous conduit sur le continent américain où les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'utilisation de la force par Israël contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Le dit veto est en réalité un projet réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. La France a pourtant voté pour ce texte présenté par le Koweït au Conseil des Nations Unies. Reportage. La résolution appelant à protéger les Palestiniens, bloquée par le veto américain. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, seuls les États-Unis ont voté contre. Pour les Américains, le texte qui désigne Israël comme principal responsable des violences à Gaza ne tient pas. La résolution présentée par le Koweït montre un parti pris grossier et biaisé de ce qui se passe à Gaza ces dernières semaines. C'est le Hamas qui incite à la violence le long de la barrière de sécurité et qui infiltre ses combattants au milieu des civils, utilisant délibérément des personnes innocentes comme boucliers humains. Ce projet appelait à considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Parmi les autres membres du Conseil de sécurité, outre les 4 abstentions, 10 ont voté en faveur du texte, dont la France. Ce silence n'est ni acceptable, ni même compréhensible. Il n'est pas compréhensible pour le monde qui nous regarde et jugera sévèrement notre inaction. Il est désastreux, enfin, pour la crédibilité même de ce Conseil. Une seconde résolution, proposée par les États-Unis, a été bloquée. Elle reproche au Hamas les violences récentes à Gaza et mentionne le droit d'Israël à se défendre. Seuls les États-Unis ont voté pour, récoltant 11 abstentions, tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre. Depuis la fin mars, près de 220 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. La majorité le long de la barrière de sécurité israélienne. Sous pression internationale depuis sa réélection contestée, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fait libérer vendredi 40 prisonniers, dont l'ancien maire de San Cristobal, Daniel Ceballos, ainsi que de nombreux opposants détenus pour délits politiques. Certains restent malgré tout sous étroite surveillance. Compte rendu. Recroquevillé sur sa canne, ce prisonnier opposant politique à Nicolás Maduro s'apprête à être libéré. Ce vendredi, 39 détenus ont été remis en liberté par le pouvoir. La présidente de l'Assemblée constituante assure que d'autres suivront. C'est avec joie que nous annonçons le début de ce processus. Dans les prochaines heures, avec la Commission, le corps judiciaire, le procureur général et le défenseur des droits, nous continuerons à travailler et annoncerons le même type de mesures pour d'autres prisonniers. Daniel Ceballos fait partie de ceux qui ont été libérés. L'ancien maire de San Cristobal avait été arrêté en mars 2014 lors de protestations contre Nicolás Maduro. Le sort de Leopoldo López reste lui en suspens. Cet autre dirigeant de l'opposition avait été condamné à 14 ans de prison. Il est aujourd'hui assigné à résidence. Les images des prisonniers libérés vendredi ont été retransmises à la télévision vénézuélienne. Nicolás Maduro, réélu il y a quelques jours à la tête du pays, mais avec un taux d'abstention record, fait un geste politique. Il espère ouvrir un processus de pacification. 75% de la population désapprouve sa politique, lassée par les pénuries de nourriture, de médicaments ou d'électricité. Selon l'ONG Foro Penal, le pays compte quelques 350 prisonniers politiques, un chiffre démenti par le gouvernement. En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez a prêté serment samedi comme chef du gouvernement espagnol. Sans expérience du pouvoir, il va devoir former un gouvernement avec l'appui de ses alliés de circonstance, Podemos et les indépendantistes catalans. Ce n'est qu'une fois la liste publiée au journal officiel qu'il pourra prendre ses fonctions dans les jours qui viennent. Voici le portrait de l'homme. Pedro Sánchez accède donc aux commandes, un goût de revanche pour ce Madrilène de 46 ans.
Économiste de formation, il arpente les couloirs de l'Union européenne à Bruxelles avant de faire son entrée en politique par la petite porte. En 2004, il est élu au conseil municipal de Madrid pour le Parti socialiste à la faveur d'un désistement. Il devient député en 2009 et jusqu'en 2014, encore une fois, grâce à un désistement. Alors que l'image d'éternel remplaçant lui colle à la peau, il se présente en 2014 pour diriger le PSOE. Pedro Sánchez mise sur les territoires et réussit à convaincre les principales fédérations régionales de le soutenir. Surnommé Pedro el Guapo, Pedro le Beau par la presse, sa première tâche est rude, les élections générales de 2015. Son parti arrive deuxième après le Parti populaire de Mariano Rajoy. Il tente alors de se faire investir président du gouvernement en vain. Après des mois de tractation, c'est l'échec. Des élections anticipées sont organisées. Le Parti socialiste subit la pire défaite électorale de son histoire, avec seulement 84 députés élus sur 350. Le Parti populaire arrive en tête et c'est Mariano Rajoy qui se charge de former le gouvernement. À la suite de cette déroute, Pedro Sánchez est poussé à la démission par les cadres de son parti en octobre 2016. Mais 7 mois plus tard, il revient en force et se fait réélire. Sa ligne est simple, une opposition acharnée à Mariano Rajoy, embourbée dans différents scandales financiers. Ces dernières semaines, à force de consensus, il a réussi à rallier à sa cause presque tous les partis d'opposition afin de faire voter la motion de censure contre Mariano Rajoy. L'ancien Premier ministre conservateur Rames Ranza, un proche du Hongrois Viktor Orban, est arrivé en tête des législatives slovènes dimanche 3 juin, sans pour autant être assuré de rassembler une majorité après avoir brandi le spectre d'une invasion migratoire dans ce petit pays situé dans l'ancienne route des Balkans. À titre de rappel, Rames est arrivé en tête des législatives avec 25% des voix. Le point dans cet élément. Militants du parti anti-immigration célèbrent leur champion. Avec 25% des voix, le Parti démocratique slovène remporte la bataille des législatives. Mais son chef de file, Janez Janša, sait que rien n'est encore gagné. Son parti doit maintenant rassembler une majorité. Le Parti démocratique slovène est prêt à coopérer. Nous allons avoir besoin de soutien. Nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération. Des négociations qui s'annoncent difficiles. Pour constituer une coalition, les nationalistes vont devoir s'allier avec au moins 2 autres partis, mais ils risquent de manquer de partenaires. La plupart des autres formations ne souhaitent en aucun cas former une alliance avec l'ancien Premier ministre conservateur, proche du Hongrois Viktor Orban. Le parti de centre-gauche, son rival, a remporté près de 13% des voix aux législatives. Pour lui, pas question de négocier. Je félicite le gagnant et je lui souhaite bon courage pour former un gouvernement. Cependant, nous resterons sur les positions qui ont été les nôtres pendant la campagne et nous ne formerons donc pas d'alliance avec le Parti démocratique slovène. À l'origine classée au centre droit, la formation de Janez Janša a durci le ton durant la campagne et adopté comme thème central la lutte contre l'immigration illégale. Ouvrons la page économie en nous rendant en République démocratique du Congo. En effet, le nouveau code minier adopté par la RDC ne passe toujours pas pour les compagnies minières. Leur groupement, le G7 minier, n'entend pas rester les bras croisés. Il menace de poursuivre Kinshasa devant les tribunaux afin d'obtenir l'annulation de la nouvelle disposition. Pour les compagnies minières, ce texte est tout sauf une bonne nouvelle. Il annule par exemple la clause de stabilité de 10 ans promise aux sociétés en cas de modification de la législation. Reportage. Le nouveau code minier adopté en RDC, une pilule qui ne passe toujours pas pour les compagnies minières. Leur groupement, le G7 minier, n'entend pas rester les bras croisés. Il menace de poursuivre Kinshasa devant les tribunaux afin d'obtenir l'annulation de la nouvelle disposition. Pour les compagnies minières, ce texte est tout sauf une bonne nouvelle. Il annule par exemple la clause de stabilité de 10 ans promise aux sociétés en cas de modification de la législation. Les négociations avec les autorités congolaises semblent se diriger vers une impasse. On attend maintenant l'analyse par le gouvernement des résultats des travaux de la commission chargée de discuter du règlement minier. La commission ayant rendu sa copie le 11 mai, si les compagnies minières reconnaissent avoir participé à ces travaux, elles ont d'ores et déjà fait savoir que ces résultats ne comblent pas leurs attentes.
Parlons culture à présent. Elle retrace le parcours d'une femme qui a défié la société de son époque. Après son très remarqué Wajida, la réalisatrice soudanaise Haïfa Al-Mansour revient avec Meru Echele et relate les obstacles qu'a dû surmonter cet auteur britannique du 19e siècle à qui l'on doit Frankenstein, un combat de résonance contemporaine. Élément. Elle retrace le parcours d'une femme qui a défié la société de son époque. Après son très remarqué Wajda, la réalisatrice saoudienne Haïfa Al-Mansour revient avec Mary Shelley et relate les obstacles qu'a dû surmonter cet auteur britannique du 19e siècle à qui l'on doit Frankenstein, un combat aux résonances contemporaines. Je pense que l'Arabie saoudite est en train de changer réellement et qu'il y a beaucoup d'incitations pour que les femmes participent à la vie publique et artistique. Il est étonnant de voir que cela se passe dans le royaume conservateur, parce que l'Arabie saoudite donne vraiment le ton aux pays voisins. Et j'espère que nous verrons émerger des idées plus tolérantes. Le film, déjà dans les salles russes et américaines, sort cet été en Europe et pourquoi pas un jour en Arabie saoudite. I no longer see the world and its works as they before appeared to me in men. Les créateurs de mode de plusieurs pays, dont ceux de la République démocratique du Congo, l'Angola et de la Côte d'Ivoire, étaient présents pour exposer des pièces les plus remarquables de leur collection à l'occasion de la 5e édition du Carrousel de la mode tenu à Pointe-Noire en République du Congo autour du thème « La diversité culturelle à la mode ». Reportage. La diversité culturelle à la mode, thème de la 5e édition du Carrousel de la mode tenu à Pointe-Noire en République du Congo. Les créateurs de plusieurs pays, dont ceux de la République démocratique du Congo, l'Angola et la Côte d'Ivoire étaient présents pour exposer des pièces uniques les plus remarquables de leur collection. Je suis l'homme du monde. C'est ça mon Afrique. Ces designers font partie de la crème des créateurs dans l'industrie de la mode africaine. Adriana Talansi, par exemple, a jusqu'ici représenté son pays dans de nombreux événements de mode partout dans le monde. Dernière participation, la Fashion Week africaine à Londres en 2017. Ces créations s'inspirent de la culture africaine et Identity, l'une de ses collections phares, représente l'identité de la culture africaine. Je pense, vous savez, la mode, nous nous inspirons la plupart du temps des grands stylistes dans le monde. Il est temps, je pense, que nous brillons à notre tour. Robes de plage, de soirée, de ville. Les différents designs ont été absolument incroyables. Des créations originales. Mais le point culminant de cette nuit de mode a été le passage des créations de Reda Fawaz, qui ont eu un énorme impact sur le public. Ils ont pris du sang ou pas? Ils sont restés, hein. Les robes pour mariés ont particulièrement attiré l'attention. Fawaz est connu pour ses vêtements haute couture qui lui ont valu des célébrités vestimentaires comme Serge Beno, artiste réputé de la Côte d'Ivoire. Une satisfaction pour les organisateurs de l'événement qui ambitionnent de faire de Pointe-Noire la capitale de la mode africaine. Pointe-Noire va devenir de plus en plus la capitale de la mode africaine et ça c'est mon objectif. Et l'objectif aussi est d'avoir plus de soutien pour les jeunes couturiers, les mannequins, afin de leur donner des opportunités de sortir sur d'autres pays. Ces créateurs de mode contribuent sans aucun doute à l'histoire du développement de la mode africaine. À ce carrousel international de la mode.
Quelle nuit cela a été. Mais une chose est sûre, la mode en Afrique est définitive. Toujours en Afrique, au moins 48 migrants sont morts noyés dans le naufrage d'un bateau au large des côtes de la Tunisie et 68 ont été sauvés par les gardes-côtes, ont indiqué dimanche les autorités tunisiennes. Élément. Tunisie, que les rescapés du naufrage ont été transportés. Ils sont plus de 60 à avoir été secourus par les gardes-côtes et la marine tunisienne. À bord de l'embarcation, entre 180 et 190 hommes, femmes et enfants pour une capacité de seulement 70 places. Un rescapé tunisien raconte. De l'eau rentrait dans le bateau. Ceux qui ont pu s'échapper l'ont fait, d'autres se sont noyés. On est resté là jusqu'à presque 5 heures du matin. Puis des pêcheurs sont venus nous aider. Et ensuite, l'armée est arrivée. Le bateau faisait route vers l'Europe au large des côtes tunisiennes quand il a été repéré près des îles Kerkena sur le point de couler au milieu de la nuit. Beaucoup de migrants sont encore portés disparus et les recherches doivent continuer ce lundi matin. Plusieurs dizaines de corps ont déjà été repêchés. La plupart des personnes sauvées sont de nationalité tunisienne, essentiellement des migrants économiques en quête de travail et d'une vie meilleure en Europe. Ce drame rappelle les précédents naufrages au large de la Tunisie, notamment celui d'octobre 2017, où 40 personnes avaient péri noyées après la collision de leur embarcation de fortune. Alors que le Kenya est frappé par un vaste scandale de corruption au sommet de l'État, le chef de l'État envisage une batterie de réformes. Parmi elles, désormais, un détecteur de mensonges pour les fonctionnaires. Suivez ce reportage. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta envisage une batterie de réformes dans le détecteur de mensonges pour les fonctionnaires. Une situation qui fait suite au vaste scandale de corruption au sommet de l'État qui a frappé le pays d'Afrique de l'Est. Ils font généralement partie du lexique juridique dans le règlement des enquêtes de police ou exceptionnellement de certains entretiens d'embauche aux États-Unis. Désormais, les tests de détecteurs de mensonges feront aussi partie du quotidien des fonctionnaires kenyans. Cette injonction du président kenyan intervient alors qu'une cinquantaine de personnes ont été suspectées d'avoir détourné près de 100 millions de dollars issus du Service national de la jeunesse, une agence publique qui forme des jeunes à des projets allant de la construction au contrôle du trafic. Le scandale du NYS est un véritable test pour le président Kenyatta, accusé d'être complaisant face à la corruption depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Aucune condamnation de grande envergure n'a eu lieu depuis son entrée en fonction, mais le dirigeant semble vouloir redéfinir les codes. Le royaume d'Eswatini maintiendra ses relations diplomatiques avec Taïwan, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement. Une déclaration qui intervient malgré les pressions chinoises sur la nation d'Afrique australe pour rompre ses relations avec Taïwan. Plus de détails dans cet élément reportage. Le royaume d'Eswatini maintiendra ses relations diplomatiques avec Taïwan, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement. Une déclaration qui intervient malgré les pressions chinoises sur la nation d'Afrique australe pour rompre ses relations avec Taïwan. Eswatini entretient des relations étroites avec Taïwan depuis plusieurs décennies et reste son dernier allié africain après une initiative concertée de Pékin visant à isoler l'île autonome de la côte est de la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu'il espère qu'Eswatini va rompre ses relations avec Taïwan avant le début du mois de septembre, date à laquelle Beijing accueillera un sommet des dirigeants africains. Taïwan a accusé la Chine de promettre des aides généreuses pour attirer ses alliés, accusation démentie par la Chine. Pour rappel, le roi Mswati III, dernier monarque absolu d'Afrique, a changé en avril le nom de son pays, le Swaziland, en Eswatini, qui signifie terre des Swazis. Fin de parcours de l'information sur la TNC préparée par l'ensemble de la rédaction. J'aurai bien sûr beaucoup de plaisir à vous retrouver encore pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur votre chaîne préférée.